Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes TNT locales. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert à Paris cette semaine. Thibault et sa femme étaient au Bataclan ce soir-là. Ils n'ont rien oublié de cette nuit d'horreur. Leur témoignage avec TV78 dans un instant. L'épidémie de Covid-19 a contraint le corps médical à provoquer certains accouchements de manière prématurée pour sauver des mamans en détresse respiratoire aux Antilles. ATV Martinique, notre partenaire sur place, nous en parlera dans un instant. Cela ressemble à du cannabis, mais sans les effets psychotropes. Profitant d'un flou juridique, les magasins proposent du CBD. Il se développe partout en France et ils ont trouvé, vous le verrez, leurs consommateurs. Enfin, sans attendre les premières neiges, l'équipe de France de paraski a pu remonter sur les planches grâce au tapis roulant. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, en forme d'hommage, en fin de journal, j'ai eu la chance de bien le connaître, le témoignage de Jean-Paul Belmondo qui m'avait parlé de son fils, Paul Belmondo. Du Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses des cafés du 11e arrondissement, le 13 novembre 2015, 130 personnes avaient trouvé la mort et 430 avaient été blessées dans ce qui reste les attentats les plus meurtriers que la France ait connus. Au moment où s'ouvre ce procès hors norme, prévu pour durer 9 mois, Thibault a accepté de revenir sur cette nuit d'horreur au Bataclan, un témoignage poignant recueilli par les équipes de TV78. 130 morts, 1800 parties civiles, 20 accusés. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté à Paris ce 8 septembre à midi. Un procès attendu 6 ans après les faits pour clore le volet judiciaire de cette affaire, mais aussi redouté. Il y a un contexte un peu pesant, ça hante nos esprits, la presse ne parle que de cela. Je sais que les avocats des parties civiles travaillent en collaboration pour être efficaces, pertinents. Et je crois que le dossier qui va être présenté à la cour d'assises spéciale est plutôt béton. 3 attaques perpétrées simultanément au Bataclan, au Stade de France et aux abords des terrasses parisiennes. Thibault, Yvelinois, était venu assister au concert de rock avec sa femme ce soir du 13 novembre 2015. Il se souvient. Il y a eu les fameux bruits de pétards que beaucoup de personnes ont rapportés. Et donc j'ai attrapé mon épouse et nous sommes allongés par terre. Il y a eu un moment, j'ai relevé la tête et là la salle était allumée et j'ai vu au niveau du bar un jeune homme qui tirait sur les personnes qui étaient au sol. Et c'est là que j'ai compris que si on restait là, on allait se faire tuer, c'était certain. Et si on essayait de partir, peut-être qu'on allait recevoir une balle, mais au moins on aurait essayé et peut-être qu'on aurait aussi la chance de sortir de là. Le couple arrive à rejoindre les loges. Une jeune femme creusera alors un trou dans le faux plafond d'un cabinet de toilette, endroit par où ils s'échapperont. Ils resteront 3 heures immobiles dans les combles avant d'être secourus par le RAID. Le RAID nous organise pour sortir et quitter le Bataclan en envoyant le moins possible. Ce qui est, on sort en file indienne en regardant par terre. Mais la vision périphérique fait qu'on capte quand même des informations et c'est le chaos absolu, le chaos est total, il y a des corps absolument partout. Aujourd'hui, Thibault fait partie de l'association 13-11-15 qui soutient les victimes du 13 novembre. Il s'est porté partie civile pour le procès. Selon lui, on ne passe pas à autre chose, mais il faut avancer. On ne passera jamais à autre chose, c'est déjà par respect pour les personnes qui ne sont pas sorties de là. Parce qu'il y a une culpabilité très très forte. Nous, on a eu la chance de sortir de là sans être blessés, sans perdre un proche. Mais il y a quand même 90 personnes qui sont mortes au Bataclan. Le procès devrait durer 9 mois pour un verdict en mai 2022. Une web radio dédiée uniquement aux parties civiles, victimes ne pouvant être présentes, a été mise en place pour suivre le procès à distance. Si la situation s'améliore en Martinique face à l'épidémie de Covid-19, le CHU de Martinique tire la sonnette d'alarme face à la multiplication de naissances prématurées, car de plus en plus de femmes enceintes sont contaminées lors de cette 4e vague. Actuellement, 5 bébés sont pris en charge à la maison familiale de l'enfance. Regardez ce reportage de Tom Gagnou pour VIA à TV Martinique, nos correspondants sur place. Ce jeune couple a échappé au pire. Il y a 15 jours, Muriel, alors enceinte de 6 mois, a développé une forme grave du Covid-19. Elle était en détresse respiratoire. L'interne, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Mais madame,
mais vous êtes en difficulté respiratoire, vous n'êtes pas bien. Et elle m'a envoyé faire un scanner pulmonaire et l'appareil demande de gonfler les poumons. Et c'est de là que je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire. J'ai fait hop, comme un poisson qui était hors de l'eau. Pour la sauver, les médecins ont dû anticiper la naissance du bébé. Ils ont fait une césarienne. Il y a le médecin pédiatre qui s'occupe de la néonate qui m'a vu en premier lieu, qui m'a expliqué qu'on va devoir faire sortir l'enfant. C'est Gérald qui aurait transmis le virus à sa femme. Après de longs jours passés dans la peur et l'incertitude, l'homme s'en veut de ne pas s'être fait vacciner. Tout le monde parle du Covid, mais quand on est au cœur de l'action, quand toute votre vie s'écrase dans un claquement de doigts, c'est pas le moment de dire je vais me faire vacciner. Parce que si je m'étais vacciné avant, mon épouse n'aurait pas attrapé le Covid. Des cas comme celui-ci, il y en a de plus en plus lors de cette 4e vague. Si le prématuré de Muriel et Gérald est sorti d'affaire, d'autres sont toujours en soins intensifs. Actuellement, 5 prématurés Covid sont pris en charge à la maison de la femme et de l'enfant. Le personnel se montre très attentif à leur cas. Si la prématurité est courante en Martinique, celle induite par le Covid-19 en revanche est inédite. Certains nouveau-nés en grande fragilité doivent même séjourner en réanimation. Cette cause-là, on ne l'avait jamais eue. Elle est arrivée brutalement avec beaucoup de mamans qui ont souffert de ça. Et donc ça fait un afflux important de bébés. 4 prématurés ont déjà été envoyés dans l'Hexagone pour soulager le service de réanimation. Mais les médecins redoutent une prochaine vague de nouveau-nés contaminés dans les prochains jours. Passe sanitaire, vous le savez, c'est à partir du 15 décembre que les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux devront être vaccinés d'au moins une dose. En Haute-Garonne, vous allez le voir, ils sont une quinzaine, mercredi dernier, à s'être lancés dans une marche de soutien à Annelise Pénat. Cette éducatrice spécialisée est opposée au pass sanitaire et à l'obligation de vaccination. Elle a, pour protester, entamé une grève de la faim il y a 10 jours. Ces soutiens dénoncent une forme de passage en force du gouvernement. Je suis soignante, donc je vois le système de santé se dégrader. Je vois qu'on nous a adulés il y a 1 an et demi et que maintenant on est totalement ignoré et que surtout on risque de perdre notre travail. Je trouve que c'est quand même très extrême, mais s'il faut ça pour se faire entendre, oui, parce que là, il n'y a qu'une version des faits et je trouve ça très très dommage. Regardez ce reportage, un garagiste obligé de refuser des clients par manque de salariés. Depuis 2 ans, le gérant d'un garage spécialisé dans les poids lourds à Narbonne rêve d'embaucher pour s'agrandir. Il multiplie sans succès la publication d'annonces via Pôle emploi et sur les réseaux sociaux. En Occitanie, vous allez le voir, 7 établissements proposent pourtant de passer le bac pro maintenance des véhicules de transport routier, mais le nombre de places est compté. Alexis Martinez a mis les mains dans le cambouis pour Via Occitanie, regardez. Ce gérant d'un garage spécialisé dans les poids lourds à Narbonne rêve d'embaucher pour s'agrandir, mais impossible. Depuis 2 ans, il multiplie les annonces via Pôle emploi ou les réseaux sociaux, pourtant personne ne postule. Je veux pouvoir répondre aux besoins de la clientèle sans toujours refuser le travail. C'est dur pour un artisan de dire non, je peux pas. Pourtant, le métier attire. Sur 7 établissements d'Occitanie proposant le bac pro maintenance des véhicules de transport routier, celui de Toulouse, le lycée Gallieni, a reçu cette année 114 candidatures pour seulement 20 places. Nos formations sont saturées, on accueille du public, je le disais, sous différents statuts, que ce soit des apprentis ou des scolaires. Donc toutes nos formations sont pleines. Pour répondre davantage à la demande, il faudrait qu'on puisse développer notre capacité de formation, notre offre de formation. Et pour ça, il faudrait déjà que, comme vous le percevez derrière vous, on puisse élargir les espaces de travail. Car dans cet atelier, l'espace est petit pour accueillir les camions, les professeurs et les élèves, comme Julie, étudiante dans l'établissement, qui souhaite devenir chauffeuse routière et ce bagage en mécanique s'avère indispensable pour ses projets. Il y a des débouchés, que ce soit dans la mécanique ou dans le transport. Mais c'est vrai que les entreprises de transport aiment bien que son employé ait déjà fait de la mécanique. Parce qu'ils savent très bien qu'on fera attention aux camions et qu'au bruit, on saura s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Des formations qui doivent donc s'adapter en capacité d'accueil. Car avec la hausse du nombre de camions sur les routes chaque année, le métier de mécanicien poids lourd est de plus en plus recherché. Je vous l'annonçais dans les titres, le boom des boutiques de CBD. Cela ressemble à du cannabis, cela a l'odeur du cannabis, mais ça n'est pas du cannabis. Le CBD, le cannabidiol issu du chanvre, n'a pas d'effet stupéfiant du tout, mais promet de réduire stress et anxiété.
À Nantes, Pornic, Saint-Nazaire ou Guérande, une quinzaine de boutiques en commercialisent. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux et les contrôles de police aussi, car un certain flou juridique persiste, même si l'État français envisage d'interdire la vente de fleurs de CBD. Reportage à consommer avec modération, réalisé par Anaïs Déné pour Télé Nantes, nos confrères sur place. Dans cette boutique, le CBD se veut thérapeutique sous forme d'huile, de tisane, de chocolat et de fleurs, vendus entre 6 et 9 € le gramme. J'adore quand les clients viennent ici et me disent on dirait de la vraie. Mais c'est la même plante, c'est de la vraie. Simplement, il n'y a pas cette molécule active de THC. Le THC, c'est la molécule psychoactive du cannabis dans le CBD. Elle est présente à 0,2% seulement. Il y a beaucoup de boutiques qui vont jouer en fait sur l'image du cannabis pour vendre leurs produits, mais qui n'auront pas forcément derrière le conseil, l'expertise, puisque la fleur, c'est pas quelque chose qu'on va conseiller de fumer. Quand on fume un joint, on brûle 60 à 80% des molécules actives. Dans cette autre boutique du centre-ville, justement, le vendeur conseille de fumer les fleurs et les variétés vendues s'appellent Amnesia, Mr Nice, des noms bien connus de ceux qui consomment du cannabis récréatif. Toutes ces boutiques se fournissent à l'étranger, Italie, Suisse, Autriche, car le droit français est très flou en matière de CBD. A priori, si on s'en tient au droit français, une fois de plus, on ne peut pas en vendre. On ne peut pas en vendre et on ne peut pas non plus en exploiter. Simplement, la réalité du terrain, c'est que les fleurs se vendent. Dans certaines villes, on trouve ces fleurs sans difficulté. Dans d'autres, au contraire, ces fleurs sont saisies et les commerçants qui en font le négoce sont l'objet de procédures judiciaires compliquées. C'est ce qui est arrivé à ce producteur et vendeur de fleurs installé dans le Finistère. La police judiciaire de Brest est intervenue dans nos locaux. Ils ont procédé à une perquisition pour vérifier si nous avions des stupéfiants en magasin. Ils ont prélevé 30 kilos de matière végétale, qui n'était ni plus ni moins que du chanvre, et ils ont considéré que c'était de la marijuana. Le chef d'accusation, c'est trafic de stupéfiants. Or, on est des commerçants, on a aujourd'hui un laboratoire, on est façonnier, on travaille avec un pharmacien en industrie. Lors d'un contrôle de police, impossible de faire la différence entre une fleur de CBD et une fleur de cannabis. Il faut analyser l'herbe saisie. Si le droit français ne s'assouplit pas rapidement, ces affaires viendront submerger encore un peu plus les tribunaux français. Nous nous rendons maintenant dans ce grand JT des territoires en Nouvelle-Aquitaine, où le début des vendanges dans le Bordelais a démarré avec les Blancs. Modération toujours, mais en toute légalité cette fois-ci. C'est parti pour les vendanges en Gironde. Le premier vignoble de France par la taille a commencé il y a quelques jours la récolte des raisins blancs, notamment dans l'appellation Pessac-Léognan, la fameuse. Cette période de vendange devrait s'étaler jusqu'à mi-octobre, si le temps se décide enfin à être clément. Il faut dire que la météo a donné cette année du fil à retordre aux viticulteurs girondins. Je vous laisse apprécier le reportage de TV7 à Bordeaux, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Franck Poirot. Ils sont une quarantaine de vendangeurs à couper ce jeudi les premières grappes de raisins blancs du château Carbonieux. De mémoire de viticulteurs, il y a bien longtemps qu'un millésime avait été si compliqué. Les équipes de cette propriété viticole de Léognan se sont battues depuis des mois pour le voir aboutir. Il y a d'abord eu les gelées printanières au mois d'avril, puis un été maussade où la pluie et la chaleur se sont alternés. Cela favorisait une pression forte des maladies sur la vigne. Ça a été avril, mai, juin, juillet, avec beaucoup de travail pour entretenir les sols, pour protéger la vigne, tous les travaux en verre. Et finalement, les efforts ont payé. On n'a quasiment pas perdu de récolte dans les blancs et un petit peu dans les rouges. Donc oui, ça paye, les efforts ont payé. Mais on a eu une part de chance. La vendange des raisins blancs devrait s'étaler sur les 3 prochaines semaines dans cette propriété viticole, puis viendra le temps de ramasser les premiers raisins rouges, les merlots tout d'abord, dans la dernière dizaine du mois de septembre. En revanche, pour les cabernets sauvignons, beaucoup plus tardifs, le calendrier est encore incertain. Leur récolte devrait commencer au mois d'octobre si la météo y met du sien. Aujourd'hui, j'ai une grande incertitude du climat, de la météo que l'on va connaître dans le mois et demi à venir. Si on est une belle arrière-saison, on peut faire un très beau millésime. Les viticulteurs appellent de leur vœu un mois de septembre et octobre relativement sec pour parfaire ce millésime 2021 qui leur a donné du fil à retordre. Les vendanges viennent donc de commencer ce 2 septembre dans le vignoble bordelais. Elles ne sont ni précoces ni tardives. Si le millésime 2021 était capricieux, il marque un certain retour à la normale en termes de date de récolte par rapport à ces dernières années. C'est le père et c'est le fils, Thierry et Guillaume, gars de fait, c'est leur nom, s'apprêtent à sillonner la piste cyclable qui longe le trait de côte entre Roscoff dans le Finistère et Dunkerque dans le Nord.
Une aventure sportive et humaine pour les ambassadeurs du vélo maritime qui les mènera dans un premier temps jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mathilde Kemener les a accompagnés à l'entraînement pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Partis de Roscoff, père et fils se sont lancés un défi, aller à vélo jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ils vont rouler sur une partie de la vélo maritime. C'est un nouveau circuit cyclable qui relie Roscoff à Dunkerque. Je suis tombé sur Facebook sur une info de la vélo maritime qui cherchait des ambassadeurs. Mon fils se lançant dans la vidéo et la photographie, je lui ai dit que je lui ai balancé le sujet en lui disant tiens, ça peut t'intéresser. Il a regardé puis il m'a dit ok, mais si on le fait les deux, donc c'est comme ça qu'on est parti. Durant leur périple, ils ont aussi décidé de profiter des vieux gréements sur la côte nord et de partager leurs découvertes. Pour moi, là, mon coup de cœur, c'était vraiment aujourd'hui, c'était la route de la falaise, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est juste magnifique avec le rayon de soleil qui filtre à travers les nuages et l'eau turquoise. D'autres ambassadeurs ont réalisé des portraits vidéo des personnes rencontrées sur leur chemin, d'autres des podcasts. Au total, 5 projets ont été retenus sur les 300 candidatures. C'était énorme, on s'attendait à recevoir une trentaine de candidatures. Donc l'itinéraire se fait connaître et puis moi je travaille pour un comité d'itinéraire justement qui mène plein d'actions de promotion pour le valoriser. D'autres ambassadeurs seront sûrement recherchés pour l'année 2022. En attendant, vous pouvez découvrir ce circuit sur lavélomaritime.fr. Tout à fait autre chose, le bureau des accompagnateurs en montagne de Gérard Maire, dans les Vosges, proposait il y a peu sur les crêtes une sortie à la découverte du chamois. Le ruminant se fait plutôt rare, mais l'un d'entre eux n'a pas pu résister à l'appel des appareils photo, une vraie star. Des randonneurs ravis de cette rencontre en ont rendu compte. Et en grande forme, Thierry Lasson a suivi la piste du chamois pour Vosges Télévisions. Regardez. Ce mercredi, en fin d'après-midi, Maxime, accompagnateur en montagne, emmène une dizaine de randonneurs sur les crêtes vosgiennes. La météo y est en effet on ne peut plus idéale pour l'observation du chamois. Et en effet, on ne tarde pas à en apercevoir un. Mais il est beaucoup trop loin pour le zoom de notre caméra et sur le moment, avouons-le, c'est un peu décevant. Mais à quelques centaines de mètres plus loin, regardez qui s'invite à la fête. Pas vraiment farouche, ce mâle d'une quarantaine de kilos, qui va faire durer le plaisir d'ailleurs et se laisser photographier sous tous les angles. Le seul prédateur qu'il a, c'est le loup et le lynx. Il n'a pas beaucoup sur le massif, donc on peut le voir plutôt sereinement. On pourrait presque le caresser par moment, il faut surtout pas le faire. Les zones de prédilection de l'animal sont ces cirques glaciaires, il y est en effet parfaitement adapté. Il a des sabots très adaptés pour tenir sur les rochers et la glace. Il a une très grosse cage thoracique, un très gros cœur, et il a beaucoup plus de globules rouges que l'être humain. Donc toutes ces caractéristiques font que c'est un animal qui peut monter et descendre dans les cirques glaciaires très facilement. Le chamois vit entre 15 et 20 ans pour les plus vieux, et la période des naissances a lieu fin mai, début juin. Bien qu'appartenant à la famille des bovidés, l'animal, on le voit, est bien plus proche de la chèvre de montagne, car il est de la sous-famille des caprinés. Le ruminant a été introduit dans le massif en 1956, précisément 11 chamois d'Uffelberg en Allemagne, et aujourd'hui on en compte 1 millier, une population qui doit être régulée. On régule le chamois là, sinon il y a trop de consanguinité. Les chasseurs tuent le chamois normalement chaque année. Et aujourd'hui on en prend d'ici pour introduire dans d'autres endroits, dans d'autres massifs de France ou même d'ailleurs. Cet été, la météo a eu raison de certaines sorties proposées par le bureau montagne de Gérard Maire, mais parole d'accompagnateur, à chaque fois le chamois était au rendez-vous. Quant à notre invité surprise, il est reparti lasser des photos vers d'autres cieux. Retour au Japon où tout juste auréolé de 54 médailles à Tokyo, les équipes de France paralympiques préparent maintenant les Jeux d'hiver qui se dérouleront, toujours en Asie, à Pékin. L'équipe de France de ski handisport a donc attaqué sa préparation physique sans perdre de temps par un stage sur une piste artificielle qui procure des sensations assez proches des conditions naturelles et réelles. Lucas Ruck l'a testé pour nous et pour 8 Mont Blanc, notre chaîne partenaire sur place. Glisser sur la neige en plein mois d'août, on s'y croirait presque, mais c'est bien sur une piste artificielle à Passy que l'équipe de France de ski handisport débute l'entraînement de sa saison hivernale. Principalement physique, l'objectif est aussi de retrouver des sensations sur les skis.
Le fait de venir un peu sur les tapis comme ça, glisser, ça nous permet en fait de travailler un petit peu la préparation physique, mais une préparation physique qui va être spécifique au ski un petit peu, parce qu'on va retrouver quand même la gestuelle globale du ski alpin. Dorénavant, l'équipe de France Handisport réalise ici 1 à 2 stages par an, des entraînements spécifiques nécessaires au perfectionnement des athlètes. Ça fait partie de notre préparation, moi je connaissais pas ça avant d'intégrer l'équipe et c'est un petit plus, je vois que je progresse sur les skis et je progresse ici aussi sur le tapis. Bon, on a des catégories, de la concurrence qui arrive aussi. Il y a aujourd'hui un réel niveau sportif sur les skis en handi aussi. Et donc du coup, pour aller gagner les centièmes, les secondes qu'il nous faut, il faut pousser un petit peu la barre, il faut travailler des choses différentes. Responsable et coach au sein de la structure depuis ses débuts, Denis souhaite apporter tous les bénéfices de la technologie aux sportifs de haut niveau. Le ressenti, le travail technique, tout est accentué. C'est un laboratoire d'analyse. Il y a le miroir, il y a le ressenti de la personne, c'est filmé, on peut vraiment prendre le temps de décortiquer. La préparation des athlètes handisport se poursuivra par un retour à la compétition en décembre, avant de s'envoler en février 2022 à Pékin, là où les prochains Jeux paralympiques s'ouvriront. Sans transition maintenant, le musée des 24 heures du Mans fête ses 60 ans et 130 ans d'histoire mémorable de course automobile. Pour l'occasion, la collection offre aux visiteurs la possibilité de découvrir la totalité des modèles Toyota ayant participé d'ailleurs à l'épreuve mythique. Un reportage de Margot Bianco pour LMTV Sarthe, nos partenaires au Mans. Avant la crise sanitaire, 2019 fut une année record pour le musée des 24 heures du Mans qui a vu défiler 124 500 visiteurs. Sur 4000 m², des miniatures, des motos, puis 140 véhicules, dont 70 ayant couru la course, sont exposés. Pour marquer son 60e anniversaire, le musée a mis en place un tableau plutôt symbolique. Je l'ai appelé l'alpha et l'oméga parce qu'en fait c'est un raccourci idéal à la fois de l'histoire de l'automobile parce que nous avons derrière nous la plus ancienne voiture dans la collection du musée, donc un kart de Dion-Bouton, c'est une machine à vapeur qui date de 1885 et à côté d'elle la Porsche 919 hybride des 24 heures du Mans 2016. Donc là on a un vrai choc, on a 130 ans d'histoire qui les séparent. Des expositions temporaires prennent aussi place au musée jusqu'en février 2022, c'est une exclusivité, une collection regroupant les automobiles Toyota qui ont participé aux 24 heures du Mans. Stabilisée par un vernis, la TS 050 trône fièrement au cœur de la collection, encore marquée des traces de sa bataille menée à huis clos l'an dernier. Depuis qu'elle est au musée, depuis que nous avons ouvert cette exposition il y a à peine un mois, elle rencontre enfin les fans et les passionnés des 24 heures du Mans. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont pu lui rendre un hommage qu'ils n'avaient pas pu lui rendre pendant l'édition des 24 heures du Mans 2020. Pour le centenaire des 24 heures du Mans en 2023, le musée, en lien avec l'Automobile Club de l'Ouest, se prépare à une nouvelle exposition de marque pour rendre hommage dignement à la mythique course d'endurance. Voilà, sans transition, un reportage qui me tient particulièrement à cœur maintenant, le portrait d'un boxeur. Il est monégasque, il s'appelle Hugo Mikhaïev et une fois n'est pas coutume, il n'est pas passionné de vitesse ni de course automobile en étant monégasque. Non, Hugo boxe dans la catégorie des super légers. Il vient de passer professionnel. Bravo à lui, il s'est entraîné aux îles Canaries car il disputait vendredi son premier combat chez les pros en ouverture du gala qui a vu Tony Yoka défendre sa ceinture européenne poids lourd face au Croate Petar Milas, une rencontre que n'a pas ratée nos confrères et partenaires sur place de Monaco Info. Devenu le premier boxeur professionnel monégasque en signant cette année avec la société américaine Top Rank, Hugo Mikhaïev s'entraîne 2 fois par jour sur l'île de Gran Canaria en vue de son premier combat professionnel. Aujourd'hui on a fait technique, on n'a fait pas d'ours, donc c'est que de la technique, c'est que de l'apprentissage du coup. On essaie de donner des séries, de travailler la vitesse, la puissance, les déplacements. En fait, on travaille un peu tous les fondamentaux de la boxe. Chaque entraînement, j'arrive à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir décroché la lune à chaque entraînement. En fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis petit. Ça arrive maintenant et je me dis, waouh, ça y est, il me reste 3 semaines d'entraînement et ça commence. Il est entraîné par Carlos Formento, mais aussi suivi de son préparateur physique, Thomas Creteau, qui n'est autre que son meilleur ami d'enfance. Tout est fait pour être prêt le jour du combat. On fait tout en fonction du combat qui arrive, en différentes semaines d'entraînement. Donc on a plusieurs blocs de 3 semaines, et là on est sur le dernier bloc qu'on appelle l'affûtage.
Du haut de ses 1,80 m, il combattra dans la catégorie des super légers, moins de 63,5 kg, en encadrement du combat opposant Tony Yoka et Peter Smilas, diffusé en direct sur Canal+, le 10 septembre prochain. Voilà, je vous le disais dans les titres, j'ai eu la chance de connaître, de pouvoir aussi tourner avec Jean-Paul Belmondo, auquel la France a rendu hommage à travers cet hommage qui a été réalisé jeudi dernier aux Invalides par le président de la République. Et moi, je voudrais retenir de Jean-Paul cette petite interview qu'il m'avait donnée pour me parler d'une des choses qui lui était le plus sacrée, sa famille, et notamment son fils, Paul Belmondo, dont il m'a parlé en exclusivité. Écoutez ce témoignage de Jean-Paul Belmondo. Mais tu sais, Paul, ça a toujours été un fils, hein? Alors donc, la caméra, il est pareil. Hein? Toute ma vie, je n'ai entendu quasiment que des gens toujours me complimenter de mon père. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils venaient, ils me disaient à tel point ils aimaient mon père, ou comment ils avaient vécu avec mon père, comment ils avaient grandi avec mon père. Et c'est vrai que cette génération, qui est la même génération que la mienne, en fait, on grandit avec lui. Voilà, merci Jean-Paul Belmondo de nous avoir fait rêver. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un tour complet de l'actualité de nos territoires. Au revoir à tous et bon courage.